Le bruit du platine qui se brise est plus discret qu'on ne le pense, mais en ce dimanche matin, il a résonné comme un coup de feu. Ma nièce de 16 ans, Manon, ne m'a même pas regardé. Elle était en plein live pour ses abonnés. Elle avait arraché le bracelet vintage directement de mon poignet, le brandissant devant la caméra en le traitant de vieille ferraille ternie. Comme il ne passait pas sa main, elle n'a pas pris la peine de l'ouvrir. Elle a tiré dessus d'un coup sec. La délicate chaîne de sécurité, chargée de 80 ans d'histoire, s'est rompue et le bijou a éclaté sur les dalles de la terrasse. Mon frère Arnaud sirotait son mimosa. Ma belle-sœur, Stéphanie, n'a même pas levé les yeux de son ring light. Manon a ricané, oups. De toute façon, c'était de la camelote. Personne n'a bougé. Personne ne s'est excusé. Ils pensaient que ce n'était qu'un bijou. Ils ignoraient que c'était la seule raison pour laquelle ils avaient encore un toit au-dessus de leur tête. Avant de voir exactement combien cette plaisanterie lui a coûté, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez en ce moment. Je veux voir qui fait partie de notre communauté aujourd'hui. J'ai ramassé les morceaux du bracelet sur la pierre froide. Le platine semblait lourd dans ma paume, un poids mort là où battait un pot autrefois. Au-dessus de moi, le brunch continuait. Ma belle-sœur Stéphanie était occupée à ajuster l'angle de son éclairage, se plaignant que les ombres gâchaient son esthétique Instagram. Mon frère Arnaud remplissait les verres, riant à une blague qu'il avait entendue 1000 fois, jouant le rôle du chef de famille prospère dans une maison qu'il ne pouvait absolument pas s'offrir. Cette maison était un décor de théâtre. Le grand jardin, les comptoirs en marbre importé, le leasing du SUV de luxe dans l'allée. Tout cela n'était qu'une performance de perfection financée par des cartes de crédit plafonnées et des sauvetages financiers qu'il ne reconnaissait jamais. Et j'étais l'équipe technique en coulisses. J'étais Nathalie, l'archiviste effacée, l'historienne qui passait ses journées dans la poussière et le silence. Pour eux, j'étais ennuyeuse. J'étais la belle-sœur vieille fille qui portait des chaussures confortables et conduisait une berline vieille de 6 ans. On me tolérait parce que j'étais utile. Je me suis levée, glissant le métal brisé dans ma poche. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Une version plus jeune de moi aurait pleuré, les suppliant de comprendre la valeur sentimentale de ce que Manon venait de détruire. Mais la femme debout sur cette terrasse ressentait tout autre chose. C'était une clarté froide et clinique. Pendant des années, je m'étais demandé pourquoi je restais. Pourquoi payais-je leurs taxes foncières quand ils risquaient la saisie? Pourquoi couvrais-je le coût de leurs vacances d'urgence? Pourquoi virais-je secrètement 50 000 € par an au prestigieux Conservatoire supérieur de musique pour que Manon puisse jouer du violon, tout cela pendant qu'il se moquait de ma frugalité? J'appelais cela de la gentillesse. Je me disais que j'étais le ciment qui tenait la famille ensemble. Mais en regardant Stéphanie, qui était déjà en train de monter la vidéo de mon humiliation pour sa story, j'ai réalisé la vérité. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était la chaîne invisible du survivant. Quand on grandit en étant celui qui répare tout, on commence à croire que notre seule valeur réside dans notre utilité. On croit que l'amour est une transaction. Si tu paies la facture, ils t'aimeront. Si tu résous la crise, ils te respecteront. Tu portes cette chaîne volontairement parce que tu es terrifié à l'idée que sans elle, tu n'es rien. C'est une prison que l'on se construit brique par brique, chèque par chèque. J'avais passé 31 ans à croire que si j'endurais assez de manque de respect, je finirais par gagner ma place à table. Je pensais que mon silence était digne. Je pensais que mon soutien invisible était noble. Mais en regardant Manon, qui s'ennuyait déjà et faisait défiler son téléphone, j'ai réalisé que je n'avais pas été noble. J'avais été complice. Je leur avais appris que j'étais une ressource naturelle à exploiter, et non une personne à respecter. Ils ne voyaient pas une sœur ou une tante debout là. Ils voyaient un appareil électroménager. Et quand un appareil casse, on ne lui présente pas d'excuses. On lui donne un coup de pied. Stéphanie m'a jeté un coup d'œil, agitant une main dédaigneuse. Ne fais pas cette tête tragique, Nat. Ça avait l'air vieux de toute façon. Tu pourras sûrement en tirer quelques euros pour la ferraille. Je l'ai regardé. J'ai regardé la maison que mon argent avait sauvée. J'ai regardé l'enfant que mon argent éduquait. La chaîne autour de mon cou n'a pas cassé.
Elle s'est simplement dissoute. Je m'en vais, ai-je dit. Ma voix était calme, à peine un murmure par-dessus la musique. Arnaud ne s'est même pas retourné. D'accord, à la semaine prochaine. N'oublie pas le cadeau d'anniversaire de maman. J'ai traversé les baies vitrées, passé l'îlot de cuisine où les factures impayées étaient généralement cachées dans un tiroir, et je suis sortie par la porte d'entrée. Je suis montée dans ma voiture. Je n'ai pas claqué la portière. Je l'ai fermée doucement. Le silence à l'intérieur du véhicule était lourd, mais il n'était pas vide. C'était le bruit d'un contrat qui expirait. Le trajet du retour a été un flou d'asphalte et d'adrénaline. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Je n'ai pas brûlé de feu rouge. Je conduisais avec la précision terrifiante de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il tient le détonateur. Quand je suis entrée dans mon appartement parisien, l'air était calme et frais. Ça sentait les vieux livres et l'encaustique au citron, un contraste saisissant avec le parfum suffocant de la garden party de Stéphanie. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Je me suis fait une tasse de thé Earl Grey, regardant la vapeur monter dans la cuisine silencieuse. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai apporté le mug à mon petit bureau dans le coin du salon et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, illuminant les piles de boîtes d'archives qui bordaient les murs. C'était ça, ma vie. Calme, ordonnée, et secrètement incroyablement coûteuse. Je me suis connectée à mon portail bancaire en premier. Puis j'ai ouvert un nouveau tableur. Je l'ai appelé « Le grand livre des fantômes ». Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à taper les chiffres que je gardais cachés dans ma tête. Les mensualités du crédit immobilier de la première maison d'Arnaud quand il a perdu son emploi, 42 000 €. Le prêt pour la boutique de Stéphanie qui a fait faillite en 6 mois, 25 000 €. L'apport personnel pour leur maison actuelle, déclaré comme un don pour qu'ils puissent obtenir le prêt, 80 000 €. Je fixais les chiffres. Ils étaient vertigineux. Stéphanie et Arnaud se promenaient comme des membres de la royauté, postant des photos de leur style de vie luxueux, jugeant mes vêtements pratiques et ma voiture de 10 ans. Mais leur royaume était bâti sur les fondations de mon argent. C'était l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. Ils croyaient que dépenser de l'argent les rendait puissants. Ils croyaient que consommer les rendait importants. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous dépensez. Il réside dans ce que vous contrôlez. Et je contrôlais tout. Je me suis connecté au portail des donateurs du Conservatoire supérieur de musique. Mon identifiant était anonyme, juste une série de chiffres connus seulement du conseil d'administration. J'ai navigué vers la page des bourses actives. Elle était là, la bourse au mérite artistique Manon H, 50 000 € par an, entièrement financée par un bienfaiteur anonyme, moi. Je l'avais mise en place il y a 3 ans, quand Manon avait montré ses premières promesses. Je voulais qu'elle ait le meilleur. Je voulais qu'elle ait les opportunités que je n'avais jamais eues. Je voulais croire que si je donnais assez, il finirait par me voir. Mais il ne voyait pas le donateur. Il voyait juste la gratuité. Il supposait que l'argent venait de l'école, de l'univers, de leur propre exceptionnalité inhérente. Ils ne se sont jamais demandé comment une élève médiocre avec une mauvaise attitude avait obtenu l'une des bourses les plus prestigieuses du pays. J'ai regardé le bracelet brisé posé à côté de mon ordinateur. Le bijoutier m'avait dit il y a des années qu'il valait 18 000 €. Mais sa valeur n'était pas dans le métal. Elle était dans l'histoire. C'était un symbole de dignité qui avait survécu des décennies pour être brisé par une adolescente qui pensait que la valeur se mesurait en likes. Les frais de scolarité de Manon pour 3 ans s'élevaient à 150 000 €. Le bracelet valait 18 000 €. Le calcul était simple. Ils avaient détruit quelque chose de précieux pour moi parce qu'ils pensaient que j'étais radine. Ils pensaient que je ne pouvais pas me permettre de belles choses. Ils ne réalisaient pas que je ne pouvais pas me permettre de belles choses parce que j'achetais leur vie entière. J'ai déplacé mon curseur sur l'onglet « Gérer le financement ». Mon doigt planait sur le pavé tactile. Je ne me sentais pas coupable. Je n'étais pas triste. Je ressentais le poids froid et dur d'un bilan comptable qui revenait enfin à l'équilibre. J'ai cliqué sur « Annuler le virement récurrent ». Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir révoquer cette bourse ?
Cette action est immédiate et peut affecter le statut d'inscription de l'étudiant. J'ai cliqué sur oui. L'écran s'est rafraîchi. Statut, inactif. Financement, retiré. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai bu une gorgée de thé. Il était encore chaud. Le silence dans l'appartement n'était plus solitaire. Il était riche. C'était le bruit de 150 000 € restant exactement là où il devait être. Le bug dans la matrice s'est produit à 9 h le lundi matin. Mon téléphone a sonné. C'était Stéphanie. J'ai fixé son nom sur l'écran, ressentant un étrange sentiment de détachement. Elle ne m'appelait jamais le lundi. Les lundis étaient réservés à sa planification de contenu de « maman influenceuse ». J'ai répondu, gardant une voix neutre. « Allô, Stéphanie ». Elle n'a même pas dit bonjour. « Nat, Dieu merci tu as décroché. On a une crise. Le conservatoire vient d'appeler Arnaud. Ils disent que le paiement des frais de scolarité pour ce semestre a été rejeté. » Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, regardant un grain de poussière flotter dans un rayon de soleil. Rejeté ? C'est étrange. C'est plus qu'étrange. C'est humiliant. Elle criait maintenant, sa voix perçante. Ils ont dit que la source de financement a été retirée. Retirée ? Tu imagines l'incompétence ? Manon est au milieu des répétitions. Si ce n'est pas réglé aujourd'hui, ils vont la virer du programme. J'ai pris une lente gorgée de thé. Ça a l'air stressant. Stressant ? C'est un désastre, souffla Stéphanie. Écoute, Arnaud est nul avec ces trucs-là, et je suis débordée avec un partenariat de marque. Puisque tu travailles dans les archives et que tu sais comment fonctionne la paperasse, est-ce que tu peux les appeler ? Tu sais, utiliser ta voix professionnelle ? Dis-leur que c'est évidemment une erreur administrative et qu'ils doivent rétablir ça immédiatement. J'ai failli rire. C'était du Stéphanie tout craché. Même dans une crise causée par sa propre arrogance, elle essayait de sous-traiter le travail à ma charge. Elle ne pensait pas une seconde que l'argent avait réellement disparu. Pour elle, l'argent était juste quelque chose qui existait, comme l'air. C'était une ressource à laquelle elle avait droit. L'idée que quelqu'un l'ait délibérément retiré était impossible. Je ne peux pas les appeler, Stéphanie, ai-je dit calmement. Je ne suis pas sa tutrice légale. Ils ne me parleront pas. Fais semblant, aboya TL. Dis que tu es son. Je ne sais pas, son agent. Règle ça, Nathalie. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Je suis sûre que le donateur a ses raisons, ai-je dit. Ma voix était égale, dépourvue de la panique qu'elle attendait. Des raisons ? Quelles raisons ? Manon est un prodige. C'est juste un bureaucrate jaloux qui essaie de la saboter. Probablement quelqu'un qui a vu son live hier et qui a envié son style de vie. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Elle avait raison. C'était à cause du live, mais pas à cause de l'envie. À cause de l'exposition. Elle avait exposé leur cruauté à la seule personne qui comptait. Je ne peux pas t'aider, Stéphanie, ai-je dit. Vous allez devoir gérer ça vous-même. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse crier à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd de la connaissance de ce qui allait arriver. Ils étaient sur le point de percuter le mur de la réalité, et pour la première fois de leur vie, je n'allais pas être là pour mettre un coussin entre eux et l'impact. La phase de déni a duré exactement 48 heures. Mercredi, elle avait tourné à la victimisation. Stéphanie a posté une vidéo dans sa story Instagram. Elle pleurait, s'étant mis un filtre noir et blanc pour paraître plus tragique. Les amis, je tremble littéralement en ce moment, chuchotait-elle à son téléphone. Des membres de la famille jaloux essaient de saboter l'avenir de Manon. Ils ont piraté le portail des bourses. C'est tellement triste que les gens ne supportent pas de voir une jeune fille briller. Je l'ai regardée depuis mon bureau au musée, ressentant un mélange étrange d'amusement et de dégoût. Elle ne demandait pas d'aide. Elle transformait son audience en arme. Elle voulait de la sympathie, pas des solutions. Puis mon téléphone a vibré. C'était Manon. Tante Nat, maman dit que tu ne veux pas réparer le bug.
Sérieusement, j'ai besoin d'un nouvel archet pour le spectacle. Et puisque tu fais ta bizarre, tu me dois bien ça. Le bracelet c'était de la camelote, mais j'ai regardé et Cartier a un bracelet Love qui est genre, ok. Achète-moi ça et on est quitte. J'ai fixé le message. On est quitte. Elle avait brisé un héritage, perdu une bourse, et elle pensait que je lui devais quelque chose. Ce sentiment de « tout m'est dû » était époustouflant. Ce n'était pas juste un défaut. C'était une vision du monde. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur de travail. J'ai tapé un en-tête formel au conseil d'administration du Conservatoire supérieur de musique. Je n'étais pas seulement une donatrice anonyme. En ma qualité d'historienne, j'avais passé 5 ans à archiver les compositions originales du fondateur du conservatoire. J'avais découvert des symphonies perdues, restauré des manuscrits fragiles et organisé l'exposition qui leur avait apporté une renommée internationale. J'étais un partenaire silencieux de leur héritage. J'ai écrit avec précision. J'ai détaillé les termes de la bourse au mérite artistique Manon H. J'ai cité la clause concernant le code de conduite du bénéficiaire, spécifiquement la section sur l'intégrité et le respect de la préservation historique. J'ai joint une photo du bracelet brisé à côté de la lettre manuscrite originale du fondateur, l'offrant à ma grand-mère. Cette étudiante, ai-je écrit, a fait preuve d'un mépris flagrant pour l'histoire même que cette institution est censée protéger. En détruisant une pièce de l'héritage personnel du fondateur pour sa notoriété sur les réseaux sociaux, elle a violé l'esprit de cette bourse. Par conséquent, j'exerce mon droit de révoquer définitivement le financement. Cette décision est finale et irrévocable. J'ai cliqué sur Envoyer. 10 minutes plus tard, j'ai reçu une réponse du président du conseil. Chère mademoiselle Nathalie, nous sommes horrifiés. Nous ignorions ce lien. La révocation est traitée immédiatement. Nous allons également revoir son statut d'inscription en attendant une audience disciplinaire. Merci pour votre dévouement continu à notre histoire. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le basculement était complet. Je n'étais plus juste la tante. Je n'étais plus le paillasson. J'étais l'archiviste. J'avais organisé leur ascension, et maintenant j'avais organisé leur chute. Le silence sur mon téléphone n'était plus de l'attente. C'était un chargement. La bijouterie n'était pas dans une galerie marchande. Elle était nichée dans le vieux Paris, derrière une porte lourde qui bourdonnait quand on appuyait sur l'interphone. L'air à l'intérieur sentait le poli à métaux et la concentration silencieuse. Monsieur Besson, un homme qui avait passé 60 ans à scruter le cœur des diamants, a ajusté sa loupe alors que je posais les morceaux brisés du bracelet sur le coussin de velours. Platine, marmonna-t-il de sa voix rocailleuse. Art déco du milieu du siècle. Un artisanat exceptionnel. On ne voit plus de fermoirs comme ça. Ils étaient conçus pour tenir pour toujours. Il a ramassé la chaîne de sécurité rompue avec une pince, la tournant sous la lumière crue. Ce n'est pas de l'usure, dit-il en me regardant par-dessus ses lunettes. C'est de la violence. Quelqu'un a tiré dessus avec une force significative. Je sais, ai-je dit. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a pris le bracelet principal, celui que Manon avait appelé ferraille ternie, et l'a incliné. Il s'est arrêté. Il a plissé les yeux. Puis il a laissé échapper une inspiration brusque, un son si fort dans la pièce calme que j'ai tressailli. Mademoiselle Nathalie, dit-il, sa voix tombant dans un murmure. Connaissez-vous la provenance de cette pièce ? C'était à ma grand-mère, ai-je dit. Elle me l'a laissé. Elle disait que c'était spécial, mais elle n'a jamais dit pourquoi. Monsieur Besson m'a fait signe d'approcher. J'ai regardé à travers la loupe. À l'intérieur du bracelet, gravé dans une écriture si microscopique qu'elle ressemblait à une égratignure à l'œil nu, se trouvait une inscription, à Éléonore, pour la musique qui m'a sauvé. HV 1948. Mon sang s'est glacé. HV Heinrich von Stetten. Le fondateur du conservatoire, l'homme dont la statue se dressait dans la cour où Manon rêvait de jouer. L'homme dont j'avais passé les 5 dernières années à restaurer les partitions originales dans les archives. Votre grand-mère, dit doucement Monsieur Besson, était Éléonore Vasseur. Elle n'était pas juste une mécène,
a-t-il dit, les yeux écarquillés de révérence. Elle était sa première violoncelliste. Quand la guerre a fini, elle l'a aidé à faire sortir ses compositions d'Europe. Il a fait faire ceci pour elle. Ce n'est pas juste un bijou, mademoiselle Nathalie. C'est une relique. Sa place est dans un musée. Je fixais le métal brisé. L'ironie était suffocante. Manon, dans sa quête de célébrité virale et de validation superficielle, n'avait pas juste cassé un bracelet. Elle avait profané un morceau d'histoire directement lié à l'institution même qu'elle cherchait désespérément à rejoindre. Elle prétendait vivre pour la musique, pourtant elle avait littéralement brisé l'héritage de l'homme qui avait construit son monde. Tout ça parce que ce n'était pas assez brillant pour TikTok. Pouvez-vous le réparer, ai-je demandé, ma voix stable bien que mon esprit s'emballe. Je peux, dit solennellement Monsieur Besson. Je peux fusionner le platine, mais la cicatrice restera. Le métal a une mémoire. Bien, ai-je dit. Laissez la cicatrice. Je suis sortie de la boutique dans le soleil aveuglant de l'après-midi. Je me sentais plus lourde, mais aussi plus affûtée. Avant ce moment, ma décision de couper les fonds ressemblait à de la justice. Maintenant, cela ressemblait à un devoir. Manon ne manquait pas seulement de gratitude. Elle manquait de la révérence fondamentale requise pour être une artiste. Elle était une vandale dans le temple de la musique. J'ai sorti mon téléphone. Il y avait 12 appels manqués d'Arnaud. Un texto de Stéphanie est apparu, il faut qu'on parle maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de parler. J'avais la vérité dans ma poche. Et elle était plus lourde que le platine. Le coup de théâtre n'était pas que j'avais l'argent. Le coup de théâtre était que je détenais l'histoire. Et l'histoire, je le savais mieux que quiconque, a une façon d'enterrer ceux qui ne la respectent pas. Le téléphone a vibré à nouveau. On arrive. J'ai souri. Qu'ils viennent. J'étais prête. L'embuscade a eu lieu à 18h le jeudi. J'étais assise dans mon salon à lire un livre sur la théorie musicale, profitant du bourdonnement calme de mon appartement payé. Puis des coups violents à la porte ont brisé la paix. J'ai regardé par l'œilleton. C'était Arnaud, Stéphanie et Manon. Ils avaient l'air frénétiques. Arnaud faisait les 100 pas. Le maquillage de Stéphanie avait coulé. Manon avait l'air renfrognée, les bras croisés, clairement traînée là contre son gré. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis restée dans l'encadrement, bloquant leur passage. Je peux vous aider ? Nous aider ? Explosa Arnaud en me bousculant pour entrer dans le salon. Nathalie, tu es folle ? On vient de recevoir une lettre du conservatoire. Il nous donne 48 heures pour payer 50 000 € ou Manon est renvoyée. Stéphanie était juste derrière lui, la voix tremblante. Ils ont dit que le donateur a retiré le financement pour violations éthiques. Violations éthiques ? Tu imagines le culot ? On a besoin de cet argent, Nat. Tu dois nous le prêter. Juste jusqu'à ce que la prochaine commission d'Arnaud tombe. Manon s'est affalée sur mon canapé sans demander, éjectant ses chaussures sur mon tapis propre. C'est tellement injuste, marmonna-t-elle. J'ai même rien fait. Je les observais. La panique, l'arrogance, le manque total de conscience de soi. Ils pensaient encore que c'était une négociation. Ils pensaient encore que j'étais le filet de sécurité. Je ne peux pas vous prêter l'argent, ai-je dit doucement. Bien sûr que tu peux, hurla Arnaud. Tu as des économies. Tu vis comme une bonne sœur. On est la famille, Nathalie. Tu ne peux pas laisser l'avenir de Manon être détruit à cause d'une erreur administrative. Ce n'était pas une erreur administrative, ai-je dit. J'ai marché vers mon bureau. J'ai pris une simple feuille de papier, l'impression de la confirmation du retrait. Je l'ai tendue à Arnaud. Qu'est-ce que c'est ? Aboya-t-il en me l'arrachant des mains. Lis la ligne de signature, ai-je dit. Il a scanné le document. Ses yeux se sont arrêtés en bas. Son visage est devenu pâle. Il m'a regardé, puis a regardé le papier à nouveau. Signature du donateur, Nathalie Vasseur. Toi, chuchota Stéphanie. C'était toi le donateur depuis 3 ans, ai-je dit.
150 000 € payés trimestriellement, anonymement. Mais pourquoi, bégaya Arnaud. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que je voulais que Manon réussisse par son propre mérite, ai-je dit. Et parce que je savais que si vous saviez que l'argent venait de moi, vous ne le respecteriez pas. Vous le traiteriez comme tout ce que je vous donne, attendu, jetable, dû. Stéphanie s'est effondrée sur l'accoudoir du canapé. Mais tu as annulé. À cause du bracelet? Pas juste à cause du bracelet, ai-je dit. À cause du manque de respect. À cause de l'arrogance. Parce que vous êtes resté là à regarder votre fille détruire quelque chose de précieux pour moi pour du buzz sur Internet, et vous ne lui avez même pas dit de s'excuser. Manon a levé les yeux, le regard se rétrécissant. C'était juste un vieux bracelet, tante Nat. Mon Dieu, passe à autre chose. Ce n'était pas juste un bracelet, ai-je dit, ma voix coupant la pièce comme un scalpel. C'était un cadeau de Heinrich von Stetten. Le nom a flotté dans l'air. Même Manon, avec sa capacité d'attention limitée, connaissait ce nom. Il était gravé en or au-dessus de l'entrée de son école. Il l'a donné à ma grand-mère en 1948, ai-je continué. Il l'appelait la femme qui a sauvé sa musique. Quand tu as brisé cette chaîne de sécurité, Manon, tu n'as pas juste cassé un bijou. Tu as rompu un lien direct avec le fondateur de l'institution même que tu supplies de fréquenter. Tu as profané son héritage. Arnaud avait l'air sur le point de vomir. Stéphanie a couvert sa bouche avec sa main. La bouche de Manon s'est ouverte, son défi renfrogné se fissurant enfin. Tu savais, chuchota Manon. Je suis historienne, ai-je dit. C'est mon travail de savoir. Et c'était mon travail de protéger cet héritage des gens qui ne comprennent pas sa valeur. Le silence dans la pièce était absolu. La dynamique de pouvoir avait basculé si violemment que je pouvais presque sentir la pression de l'air changer. Ils n'étaient plus la famille prospère exigeant de l'aide de la tante pauvre. Ils étaient des vandales debout dans la maison de leur mécène, et la facture était enfin arrivée. Stéphanie a été la première à craquer. Elle a éclaté en sanglots, mais ce n'étaient pas les jolies larmes filtrées qu'elle mettait en scène pour Instagram. C'étaient des sanglots laids et désespérés. Elle a attrapé ma main, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. S'il te plaît, Nat, tu ne peux pas faire ça. C'est le rêve de Manon. C'est juste une enfant. Tu ne peux pas punir une enfant pour avoir été bête. J'ai retiré ma main. Bête? Casser la propriété d'un étranger, c'est bête. Profaner un artefact historique parce qu'il ne va pas avec ta tenue, c'est une pourriture de caractère. Arnaud s'est avancé, l'air hagard. Nathalie, s'il te plaît. On te remboursera. Je le jure. Rétablis juste la bourse. Si elle se fait virer maintenant, elle n'entrera jamais à Juillard. Sa vie sera finie. Sa vie ne sera pas finie, ai-je dit. Elle sera juste différente. Elle sera méritée. J'ai regardé Manon. Elle ne pleurait pas. Elle fixait le sol, le visage brûlant d'un mélange de honte et de fureur. Je ne détruis pas son avenir, Arnaud, ai-je dit, ma voix douce mais inflexible. Je le sauve. Ils m'ont regardé, confus. Si je la sauve maintenant, ai-je continué, si je la laisse croire qu'elle peut fracasser l'histoire et traiter les gens comme des ordures sans conséquence, elle grandira pour devenir un monstre. Elle aura du talent, oui, mais le talent sans caractère ne vaut rien. C'est une maison bâtie sur du sable. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. L'air frais du soir s'est engouffré, dissipant l'atmosphère étouffante de leur sentiment de supériorité. Je plante une graine, leur ai-je dit. C'est une graine dure, et elle va être amère à avaler. Mais peut-être que dans 10 ans, quand Manon tiendra quelque chose de précieux entre ses mains, elle se souviendra du bruit de ce platine qui se brise, et elle le traitera avec respect. C'est la seule bourse qu'il me reste à donner. Ils sont partis en silence. Personne n'a claqué la porte cette fois. Ils sont sortis dans le couloir comme des fantômes portant le poids d'une réalité qu'ils ne pouvaient plus nier. 3 semaines plus tard, j'ai récupéré le bracelet chez Monsieur Besson. La réparation était magistrale, mais la cicatrice était là, une fine veine d'argent courant à travers le platine là où la chaîne de sécurité avait été fusionnée.
Je l'ai glissé à mon poignet. Il semblait différent maintenant. Plus lourd. Plus réel. Ce n'était plus juste le cadeau d'une grand-mère. C'était une cicatrice de guerre. Manon a été retirée du conservatoire. Arnaud et Stéphanie n'ont pas pu trouver les 50 000 euros. Elle fréquente maintenant le lycée public du quartier. J'ai entendu par un ami commun qu'elle a vendu son archet de violon coûteux pour payer la réparation de l'écran de son propre téléphone quand elle l'a fait tomber. C'est un début. Je me suis assise dans mon salon alors que le soleil se couchait, la lumière dorée frappant les piles de boîtes d'archives. Mon téléphone était silencieux. Le compte en banque était plein. La chaîne invisible avait disparu. Je n'étais plus la tante qui payait pour tout. J'étais juste Nathalie. Et pour la première fois de ma vie, le silence n'attendait pas de permission. C'était la paix.